Cette nuit-là, quelque chose hurlait dans les ténèbres, et lorsque j'ai finalement découvert ce qui produisait ce son, tout ce que je pensais comprendre des créatures vivant dans ces vallées reculées a volé en éclats. Ce qui avait commencé comme la saison hivernale, la plus brutale de toute ma carrière dans la gestion de la faune, est devenu une expérience sur laquelle j'ai encore du mal à mettre des mots, même après toutes ces années. J'étais biologiste de la faune sauvage depuis près de 16 ans, lorsque j'ai accepté cette mission hivernale. L'État avait besoin de quelqu'un pour entretenir la station de recherche isolée pendant les mois les plus froids, surveiller les équipements météorologiques et tenir des registres sur l'activité animale dans la région. La station avait été installée des années plus tôt pour étudier les schémas de migration des wapitis, mais des coupes budgétaires les empêchaient de la pourvoir en personnel à plein temps. Il leur fallait un volontaire pour y passer l'hiver, quelqu'un capable de supporter des mois d'isolement et des conditions difficiles. La compensation était correcte et, honnêtement, j'avais besoin de m'éloigner de tout pendant un certain temps. La station de recherche était rudimentaire mais fonctionnelle. Il y avait un bâtiment principal avec un poêle à bois qui servait de source de chauffage, un coin nuit exigu sur le côté et une petite cuisine équipée d'une gazinière et d'une collection de conserves qui devait durer tout l'hiver. L'agence avait installé un système de communication par satellite pour les urgences. Et il y avait aussi un vieux récepteur radio qui pouvait capter les bulletins météo lorsque les conditions atmosphériques le permettaient. L'endroit était situé au fin fond de l'arrière-pays, à près de 80 km de la ville la plus proche, accessible uniquement par un chemin de terre accidenté qui devenait complètement impraticable une fois les fortes neiges arrivaient. Il devait envoyer des provisions par hélicoptère toutes les 4 à 6 semaines en supposant que la météo soit suffisamment clémente pour voler. La solitude ne me dérangeait pas vraiment. Ma relation s'était mal terminée au printemps précédent et je m'étais habitué à passer du temps seul. Le silence de ces vallées montagneuses était absolu et total. Il n'y avait aucun bruit de civilisation, pas de grondement de voitures sur des autoroutes lointaines, pas de voisins bruyants, pas de notifications incessantes sur mon téléphone. Juste le murmure du vent dans les branches des conifères, le ululement occasionnel d'une chouette chassant dans l'obscurité, le hurlement lointain d'une meute de coyotes communiquant par-delà les crêtes. Les premières semaines se sont déroulées sans aucun problème. Chaque matin, je m'emmitouflais et faisais ma ronde, vérifiant les différentes stations de surveillance disséminées dans la zone de recherche, enregistrant des données, notant toute observation de la faune. Le reste de mon temps était consacré à l'entretien du refuge, à la collecte et à la coupe du bois de chauffage, à la lecture de la petite bibliothèque de livres laissés par les chercheurs précédents et à la préparation de repas simples avec mes provisions. Les soirées, je les passais assis près de la chaleur du poêle, à écouter la forêt s'installer progressivement dans ses rythmes hivernaux. À la mi-décembre, la neige avait atteint près d'1,20 m dans les zones basses, avec des congères s'accumulant bien plus haut contre le moindre obstacle. Les températures chutaient régulièrement, passant sous la barre du zéro la plupart des nuits. J'avais connu de nombreux hivers rigoureux au cours de ma carrière, donc rien de tout cela n'était inattendu. J'avais fait des préparatifs minutieux et j'avais tout le nécessaire pour affronter tout ce que la météo pourrait m'envoyer. La grosse tempête est arrivée quelques jours avant Noël. Le bulletin météo nous en avait averti près de 3 jours à l'avance, la décrivant comme un événement hivernal extrême avec des températures ressenties potentiellement mortelles et des conditions de visibilité quasi nulles dans toute la région. J'ai passé ces jours de préparation à rentrer du bois de chauffage supplémentaire, à remplir tous les récipients disponibles avec de l'eau au cas où les tuyaux gèleraient, et à vérifier 2 fois mes réserves de nourriture et mon équipement d'urgence. La tempête a déferlé aux premières heures d'un mercredi matin. En 2 heures, le vent hurlait dans les vallées et la neige tombait si drue et si lourd que je pouvais à peine distinguer la lisière des arbres depuis les fenêtres du refuge. La température a plongé à -30, puis -35.
Les rafales de vent étaient assez puissantes pour faire trembler et grincer toute la structure du refuge. Je suis resté à l'intérieur, concentré sur le maintien d'un feu vif. Toutes les quelques heures, je regardais à travers les fenêtres couvertes de givre, mais il n'y avait rien à observer si ce n'est un mur blanc infini. Le blizzard a continué avec cette intensité pendant 3 jours complets. La neige s'est accumulée contre les murs du refuge en congères massives, certaines atteignant des hauteurs de 2 mètres ou 2,50 mètres. Le monde n'était plus que vent hurlant et tourbillons blancs. Le 4e jour, le vent a enfin commencé à faiblir. La neige continuait de tomber, mais plus doucement maintenant, n'étant plus projetée à l'horizontale par la bourrasque. Je pouvais de nouveau distinguer les formes des arbres voisins, des silhouettes sombres visibles à travers le rideau constant de flocons. La température restait dangereusement froide, oscillant autour de -30. Cette nuit-là, après que le pire de la tempête fut enfin passé, j'étais blotti près du poêle, plongé dans un vieux roman policier, quand j'ai entendu quelque chose venant de l'extérieur. Ma première pensée a été qu'il s'agissait simplement de rafales, de vent résiduel, ou peut-être du bruit d'une branche surchargée qui craquait finalement sous le poids de la neige. Mais le son est revenu, et ce n'était clairement ni l'un ni l'autre. C'était une sorte de cri, pas tout à fait humain, mais pas exactement comme celui d'un animal que je pouvais identifier non plus. La tonalité était aiguë et désespérée, provenant de quelque part dans la forêt gelée. Le son s'arrêtait 1 minute ou 2, puis reprenait. Chaque répétition semblait plus faible que la précédente. J'étais assis là, dans la faible lumière du refuge, tendant l'oreille, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un coyote en détresse, ou peut-être un cerf blessé poussant ses derniers soupirs contre le froid. Mais quelque chose, dans ce son particulier, me troublait profondément. Il y avait une qualité que je n'arrivais pas à classer, quelque chose qui me rappelait inconfortablement les gémissements d'un jeune enfant terrorisé. Les cris ont continué pendant peut-être 25 minutes, devenant de plus en plus faibles et sporadiques. Finalement, je n'ai plus pu me résoudre à les ignorer. Quelque chose là-dehors, dans cette obscurité glaciale, souffrait, peut-être même mourait, et même si s'aventurer dans la forêt dans ces conditions était extrêmement dangereux, voire suicidaire, je me suis trouvé incapable de rester assis au chaud, à ne rien faire pendant qu'une créature mourait à portée de voix. J'ai enfilé toutes les couches de vêtements d'hiver que je possédais. J'ai attrapé la lampe de poche la plus puissante de mon équipement et j'ai poussé la porte du refuge. Le froid m'a frappé comme une agression physique, un rappel immédiat et profond de la létalité de cet environnement. L'humidité de mon souffle se cristallisait presque instantanément, formant de la glace dans mes cheveux et sur mes cils. La neige s'était accumulée si profondément que se déplacer était incroyablement difficile. Les cris provenaient à peu près du nord-est, en direction de l'épaisse forêt ancienne qui couvrait les pentes de la vallée. J'ai commencé à me frayer un chemin à travers des congères qui m'arrivaient par endroits au-dessus de la taille, suivant ce son de détresse. La forêt autour de moi était anormalement silencieuse, à l'exception de ces cris désespérés. Plus de vent pour faire bruisser les branches, pas d'oiseaux de nuit. Juste ce son terrible de quelque chose qui souffrait. J'avais péniblement avancé d'environ 200 mètres dans la neige quand le faisceau de ma lampe de poche a balayé quelque chose d'inhabituel devant moi. Au début, mon esprit l'a enregistré comme un rocher sombre ou peut-être une section de tronc d'arbre tombé, mais ensuite il a légèrement bougé et les cris se sont intensifiés. Je me suis approché, mon pouls martelant mes tempes. Ce que ma lampe de poche a révélé dans cette flaque de lumière blanche m'a figé sur place. C'était petit, à peu près de la taille d'un enfant humain de 5 ou 6 ans, entièrement couvert d'une épaisse fourrure sombre qui était devenue emmêlée et encroûtée de glace et de neige gelée. La créature était recroquevillée en boule serrée au pied d'un énorme pin ancien, secoué de violents tremblements. Même à travers la couche de neige accumulée, je pouvais dire que c'était quelque chose que je n'avais jamais rencontré de toutes mes années d'études de la faune. Le visage avait des traits en partie humains,
en partie autre chose, quelque chose de plus primitif. Les mains étaient surdimensionnées pour le corps, avec des doigts allongés qui s'agrippaient désespérément à la forme tremblante de la créature. Un jeune Bigfoot leva vers moi d'énormes yeux sombres, qui contenaient à la fois la terreur et une étrange sorte d'espoir désespéré. Les cris cessèrent immédiatement. La créature se contenta de me fixer, soit trop épuisée, soit trop effrayée pour émettre le moindre son. J'ai tout de suite su que ce jeune être était en train de mourir. La fourrure était rigide à cause de la formation de glace. Les tremblements violents commençaient déjà à faiblir, un signe dangereux d'hypothermie sévère progressant vers les derniers stades. Je suis resté là, enraciné dans la neige, pendant ce qui a semblé une éternité, mais n'a probablement duré que quelques secondes, mon cerveau luttant pour concilier ce que mes yeux me montraient clairement. Toute la partie logique et rationnelle de mon esprit insistait sur le fait que c'était impossible. Le Bigfoot n'existait pas. Ce devait être autre chose, peut-être un animal exotique échappé ou une espèce de primate inhabituellement grande qui avait atterri dans cet endroit reculé. Mais j'avais étudié la faune pendant près de 2 décennies. Je savais ce que je voyais. Cette créature était bien trop grande pour être une espèce animale connue et bien trop petite pour être un adulte de ce qu'elle était réellement. Le visage avait trop de qualités humaines. Les yeux qui me regardaient contenaient une intelligence trop évidente. La jeune créature a émis un faible gémissement, beaucoup plus faible qu'avant. Ses yeux sombres ont commencé à se fermer. J'ai pris ma décision à cet instant. Quel que soit cet être, il mourrait juste devant moi. Je ne pouvais pas simplement rester là et regarder cela se produire. J'ai retiré mon lourd manteau et l'ai enroulé autour du petit corps tremblant. La créature n'a offert aucune résistance. Trop affaiblie et gelée pour se battre. Le jeune Bigfoot était plus lourd que je ne l'avais prévu, probablement entre 30 et 35 kilos, nettement plus qu'un enfant humain de taille comparable. J'ai rassemblé le paquet dans mes bras et j'ai commencé le trajet de retour brutal vers le refuge, luttant à chaque pas contre la neige profonde. La créature ne faisait plus de bruit. Je pouvais à peine détecter sa respiration. J'ai redoublé d'efforts, véritablement terrifié à l'idée que cette chose meure avant que je puisse l'amener à la chaleur et à l'abri. Le retour au refuge en portant ce poids dans la neige profonde a été l'une des choses les plus exigeantes physiquement que j'ai jamais faites de ma vie. Le froid extrême, les congères profondes, le poids de la jeune créature, tout s'est combiné pour transformer une distance de 200 mètres en une épreuve atroce. Au moment où j'ai finalement ouvert la porte du refuge d'un coup de pied et que j'ai trébuché à l'intérieur, mes bras brûlaient d'épuisement et j'étais à bout de souffle. La chaleur du refuge nous a enveloppés tous les deux immédiatement. J'ai déposé le petit Bigfoot sur le sol près du poêle, déroulant mon manteau de son corps. Sous la meilleure lumière de l'intérieur, j'ai pu voir pour la première fois clairement ce que j'avais découvert. Le jeune était clairement immature, probablement l'équivalent d'un bambin humain si je devais estimer d'après ses proportions et son développement. Le corps était bâti comme celui d'un petit enfant humain, puissamment musclé, couvert de la tête aux pieds d'une épaisse fourrure brune aux reflets roux. Seul le visage, la paume des mains et la plante des pieds étaient glabres. Le visage était profondément troublant par la façon dont il combinait des traits humains et plus primitifs. Il y avait un nez aplati, une arcade sourcilière prononcée, des lèvres qui semblaient remarquablement humaines. Les yeux étaient maintenant fermés, la respiration superficielle et beaucoup trop rapide. De la glace était collée à la fourrure sur tout son corps. Ce jeune Bigfoot était en état d'hypothermie sévère et ne survivrait pas longtemps sans une intervention immédiate. J'ai attrapé toutes les serviettes que j'avais et j'ai commencé à frotter vigoureusement le petit corps, essayant de rétablir la circulation, de générer de la chaleur par friction. La créature est restée inconsciente pendant mes efforts, complètement insensible à la stimulation brutale.
J'ai travaillé sur ce jeune Bigfoot pendant ce qui a dû être 2 heures ou plus, réchauffant lentement le petit corps, dégelant soigneusement la glace de la fourrure emmêlée, surveillant les signes de vie. À un moment donné, les tremblements violents ont repris, ce que j'ai reconnu comme étant en fait un bon signe. Cela signifiait que le corps retrouvait suffisamment de fonction pour essayer de se réchauffer. La respiration est progressivement devenue plus profonde et plus régulière. Quelque temps avant l'aube, les yeux se sont ouverts. Ces énormes yeux sombres se sont levés vers moi remplis de confusion et de peur, mais aussi avec autre chose en dessous, quelque chose qui aurait pu être la reconnaissance de l'aide reçue. Le jeune Bigfoot a émis un son doux, pas le cri désespéré d'avant, plutôt un murmure interrogateur. Puis, les yeux se sont refermés, et la créature a sombré dans ce qui semblait être un sommeil naturel plutôt qu'un effondrement inconscient. Je me suis assis contre le mur du refuge, complètement épuisé, regardant cet être impossible dormir sur mon sol. Mon esprit n'arrêtait pas de rejeter ce que je voyais, d'insister sur le fait qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Mais il n'y avait pas d'explication rationnelle. J'avais un jeune Bigfoot dans ma station de recherche, vivant parce que j'étais sorti dans un blizzard mortel pour le ramener. Quand le matin est enfin arrivé et qu'une lumière grise a commencé à filtrer à travers les fenêtres couvertes de givre, le jeune Bigfoot dormait toujours près du poêle. Je pouvais voir le lent va-et-vient de sa respiration, entendre des sons doux occasionnels qui auraient pu être des rêves. À la lumière du jour, la fourrure était plus clairement visible, d'un riche brun chocolat avec ses reflets roux, épaisse et dense comme la peau d'un ours, mais d'une texture différente. J'ai réalisé que j'allais devoir décider quoi faire ensuite. Je ne pouvais pas simplement relâcher cette jeune créature dans la forêt gelée, elle mourrait en quelques heures. Mais je ne pouvais pas non plus appeler pour une évacuation par hélicoptère et expliquer que je devais transporter un bébé Bigfoot dans une clinique vétérinaire. Personne ne me croirait, et même s'il le faisait, les conséquences pour cette créature et potentiellement pour toute son espèce seraient graves. Pour le moment, j'ai décidé de me concentrer sur les nécessités immédiates. Quel que soit ce jeune Bigfoot, il aurait besoin de nourriture et d'eau à son réveil. Je n'avais aucune idée de ce que son espèce mangeait, mais je me suis dit que commencer avec des provisions de base et observer ses réactions serait une approche raisonnable. Le jeune s'est réveillé vers midi. Ses yeux se sont ouverts et se sont immédiatement fixés sur moi avec une intensité presque déconcertante. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. Le jeune Bigfoot était pressé contre le mur près du poêle, clairement effrayé mais trop faible pour tenter une quelconque évasion ou défense. J'ai bougé lentement et délibérément en gardant mon langage corporel aussi peu menaçant que possible. J'avais un bol d'eau prêt et je l'ai fait glisser sur le sol vers la créature sans trop m'approcher. Le jeune Bigfoot a regardé le bol s'approcher avec une méfiance évidente, puis m'a regardé à nouveau avec ses yeux sombres et pénétrants. Finalement, la soif a vaincu la peur. La jeune créature a tendu la main avec précaution, a attrapé le bol avec ses grandes mains et a bu profondément. L'eau a coulé dans la fourrure autour de sa bouche, mais le jeune Bigfoot a continué à boire jusqu'à ce que le bol soit vide. Une fois terminé, la créature a posé le bol et m'a regardé à nouveau, l'expression un peu moins craintive maintenant. Au cours des jours suivants, une confiance très progressive a commencé à s'installer entre nous. Je lui offrais de la nourriture en petite quantité, essayant divers articles de mes provisions pour voir ce que le jeune Bigfoot accepterait. Les fruits frais étaient reçus avec enthousiasme, tout comme les noix et certains légumes. La viande était également mangée volontiers. Tout ce qui était fortement transformé ou artificiel était rejeté après un seul reniflement méfiant. Le jeune est resté très prudent avec moi pendant cette première semaine, gardant toujours une distance entre nous, me surveillant toujours avec ses yeux sombres et intelligents. Mais la créature reconnaissait clairement que je ne lui voulais aucun mal, que je lui fournissais de la nourriture, de la chaleur et de la sécurité.
Parfois, je surprenais le jeune Bigfoot en train de m'étudier avec ce qui semblait être de la curiosité, comme s'il essayait de comprendre quel genre d'être étrange j'étais. À la fin de la première semaine, le jeune avait retrouvé assez de force pour se déplacer dans le refuge. Je regardais avec fascination la créature explorer le petit espace, touchant les choses avec ses longs doigts, examinant les objets avec un intérêt évident. Le jeune Bigfoot était clairement intelligent, faisant preuve de capacité de résolution de problèmes qui allaient bien au-delà du simple comportement animal. Lorsque j'ai accidentellement laissé ouvert un placard contenant des provisions, le jeune a compris en quelques minutes comment ouvrir d'autres placards et a commencé à en inspecter systématiquement le contenu. La communication a commencé à se développer progressivement. Le jeune Bigfoot émettait une variété de sons, allant de vocalisations graves et grondantes à des pépiments et des clics aigus. J'ai commencé à reconnaître des schémas, certains sons qui semblaient exprimer la faim, d'autres qui pouvaient indiquer le contentement, la curiosité ou l'alarme. J'ai commencé à répondre à ces vocalisations et le jeune a rapidement compris que j'essayais de communiquer en retour. Les noms étaient un défi intéressant. J'avais besoin de quelque chose pour appeler cette créature, une façon de penser au jeune Bigfoot autrement que la créature ou il. Mais je n'avais aucun moyen de savoir si cette espèce utilisait même des noms individuels. J'ai décidé d'appeler le jeune petit être dans mes pensées et mes paroles, ce qui semblait assez neutre. Le petit être est progressivement devenu plus à l'aise avec ma présence dans l'espace confiné du refuge. Dès la deuxième semaine, le jeune Bigfoot s'approchait parfois de moi volontairement, généralement lorsqu'il avait faim ou soif, mais parfois juste pour être près d'un autre être vivant. La première fois que le petit être m'a touché intentionnellement, tendant la main pour sentir la texture de la manche de ma veste, a semblé être une avancée significative. J'ai commencé à remarquer l'émergence d'une personnalité à mesure que le jeune Bigfoot se rétablissait et gagnait en confiance. Le petit être était curieux de tout, voulant constamment examiner de nouveaux objets, explorer de nouvelles zones, comprendre comment les choses fonctionnaient. Il y avait aussi de l'espièglerie, des moments où la jeune créature jetait des objets ou transformait des activités simples en jeux. Et il y avait de l'affection, timide au début, mais de plus en plus forte, manifestée par la proximité, les vocalisations douces et finalement le contact physique. Les jours ont commencé à se confondre alors que notre étrange cohabitation se poursuivait. Le refuge qui avait semblé suffisamment spacieux pour un humain semblait maintenant assez exigu avec 2 habitants, dont l'un devenait de plus en plus mobile et énergique. Je devais constamment réorganiser les choses, déplacer les provisions et l'équipement dans des zones où le jeune Bigfoot ne pourrait pas les atteindre, créant des espaces où le petit être pourrait explorer en toute sécurité. Nourrir la jeune créature devenait un défi logistique. Le petit être avait un appétit considérable, ce qui était logique compte tenu des besoins énergétiques d'un jeune corps en pleine croissance. Mes réserves de nourriture, calculées pour subvenir aux besoins d'une personne pendant l'hiver, s'épuisaient beaucoup plus vite que prévu. J'ai commencé à rationner ma propre consommation pour m'assurer qu'il y en aurait assez pour nous deux. Alors que la force du petit être revenait pleinement et que sa personnalité s'épanouissait, j'ai réalisé que je développais un véritable lien affectif avec cette jeune créature. L'attachement n'était pas entièrement différent de ce que l'on pourrait ressentir pour un enfant, humain, bien que manifestement compliqué par le fait qu'il s'agissait d'une espèce entièrement différente. Le petit être semblait développer un attachement similaire pour moi, me cherchant pour être réconforté lorsqu'il était surpris, émettant des vocalisations joyeuses lorsque je revenais au refuge après de brèves sorties, se blottissant parfois près de moi pour dormir. Le jeune Bigfoot a également commencé à montrer des comportements que je ne pouvais interpréter que comme des tentatives de soins réciproques. Lorsque je me suis fait une petite coupure en préparant le repas, le petit être est devenu visiblement angoissé et n'arrêtait pas d'essayer d'examiner ma main blessée. Un soir,
Alors que je m'étais endormi sur ma chaise, je me suis réveillé pour trouver une couverture maladroitement tirée sur mes jambes. Le petit être assis à proximité, me regardant avec une satisfaction apparente. L'un des développements les plus remarquables a été la capacité d'apprentissage rapide du jeune Bigfoot. J'avais commencé inconsciemment à nommer les objets que j'utilisais, disant des choses comme « eau » ou « feu » ou « nourriture » à voix haute sans vraiment y penser. En quelques jours, le petit être avait commencé à imiter certains de ces sons, des approximations grossières de mots humains produits par un appareil vocal non conçu pour la parole humaine. Le mot pour « eau » est devenu quelque chose comme « oda ». Nourriture est devenu quelque chose comme « nourri ». Mais le sens derrière les sons était clairement compris par nous deux. J'ai commencé à enseigner plus délibérément après cela, en montrant des objets et en répétant lentement les mots, en regardant le jeune Bigfoot lutter pour reproduire des sons physiquement difficiles pour sa bouche et sa gorge. Le petit être était un élève déterminé, s'exerçant encore et encore au son, clairement frustré quand il sortait mal, mais refusant d'abandonner. En 3 semaines, nous avions un vocabulaire fonctionnel d'environ 20 ou 30 mots que nous comprenions tous les deux. La gamme émotionnelle dont le jeune Bigfoot faisait preuve continuait de m'étonner. Il y avait la joie, exprimée par des mouvements rebondissants, des vocalisations aiguës, et ce que je ne pouvais décrire que comme un sourire, bien que la structure faciale le rende différent d'un sourire humain. Il y avait aussi la tristesse, des moments où le petit être devenait silencieux et renfermé, fixant la porte ou les fenêtres, regrettant clairement quelque chose ou quelqu'un. La peur était évidente lorsque des bruits forts et soudains se produisaient ou lorsque mon comportement était imprévisible. L'affection était montrée par la proximité, par des contacts doux, par des sons doux, émis spécifiquement pour moi. Environ 3 semaines après le début de notre cohabitation, quelque chose s'est produit qui a considérablement changé la dynamique. Le petit être avait été particulièrement abattu ce jour-là, passant de longues périodes à regarder par les fenêtres vers la forêt. En fin d'après-midi, le jeune Bigfoot est soudainement devenu très agité, se précipitant vers la fenêtre et se pressant contre la vitre, émettant des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Quelque chose entre un cri et un appel, différent de toutes les vocalisations que j'avais observées jusqu'alors. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dehors, mais je n'ai rien vu d'inhabituel. Juste de la neige, des arbres et la lumière grise d'une fin d'après-midi d'hiver. Mais le petit être continuait à émettre ce son d'appel, de plus en plus désespéré, essayant clairement de communiquer avec quelque chose là-dehors. Puis j'ai entendu un appel en réponse depuis la forêt, profond et résonnant, rien à voir avec les sons plus aigus du petit être, mais clairement le même type de vocalisation. Un son d'adulte. Le petit être est devenu absolument fou de joie, sautant, appelant et se pressant contre la porte. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. Quelqu'un avait cherché ce jeune, quelqu'un qui avait finalement suivi sa piste jusqu'à ce refuge. Un parent. J'ai ouvert la porte, laissant l'air froid entrer, et le petit être s'est précipité dehors sans hésitation. J'ai attrapé mon manteau et je l'ai suivi, regardant le jeune Bigfoot foncer dans la neige vers la lisière de la forêt avec une énergie que je n'avais jamais vue auparavant. Des ombres entre les arbres, une silhouette massive a émergé. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge alors que je voyais pour la première fois un Bigfoot adulte dans toute sa splendeur. Celui-ci mesurait bien plus de 2,50 m, avec des épaules et des bras énormes qui descendaient au-delà de ses genoux. La fourrure était plus foncée que celle du petit être, presque noire, avec juste des reflets bruns. Le visage était plus large, plus structuré, avec des yeux qui contenaient une intelligence ancienne et qui m'évaluaient avec une intensité qui me donnait l'impression d'être examiné jusqu'au plus profond de mon être. Le petit être a atteint le grand Bigfoot et a été immédiatement enveloppé dans une étreinte. Les sons qu'ils ont émis ensemble sont indescriptibles,
quelque chose entre les pleurs et le chant, une communication qui portait une émotion profonde, même si je ne pouvais pas en comprendre le sens précis. Le grand Bigfoot tenait fermement le petit être, vérifiant les blessures, sentant, touchant, s'assurant clairement que le jeune était vivant et en bonne santé. Puis, ses yeux sombres se sont tournés vers moi, qui me tenais sur le seuil de mon refuge, et j'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air froid. Qu'allait faire cette créature maintenant? J'avais emmené le petit être chez moi, je l'avais manipulé, nourri, touché, et j'avais créé un lien avec un enfant qui appartenait à cet être imposant. Cela serait-il perçu comme de l'aide ou comme une agression? Le grand Bigfoot a posé le petit être dans la neige et a commencé à marcher vers moi. Sa démarche était puissante et délibérée, couvrant le terrain à une vitesse quelque peu alarmante. Je me suis forcé à rester immobile, à ne pas me réfugier dans le refuge. Bien que chaque instinct me hurlait de mettre une porte solide entre moi et cette créature qui approchait. Le Bigfoot adulte s'est arrêté à environ 3 mètres de moi. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés. Je pouvais voir maintenant que c'était clairement le père du petit être, à en juger par certains traits, une ressemblance familiale qui transcendait les espèces. Ses yeux se sont déplacés de moi au refuge derrière moi, à la fumée s'élevant de la cheminée, aux provisions visibles par la porte ouverte. Le petit être avait suivi et se tenait maintenant entre nous, regardant de l'un à l'autre, émettant des sons doux qui semblaient destinés à communiquer quelque chose au père. L'adulte écoutait, émettant occasionnellement des sons graves en réponse, ses yeux sombres ne me quittant jamais longtemps. Puis le père a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a tendu une de ses mains énormes et l'a posée à plat sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Le contact était ferme, mais non menaçant, chaud malgré l'air froid, et il l'a maintenu là pendant plusieurs secondes. Puis il a retiré sa main et a émis un son profond et résonnant qui portait un sens indubitable, même sans comprendre les mots. Gratitude, remerciement. Le petit être tirait sur la fourrure du père, visiblement désireux de lui montrer quelque chose. Ils ont marché ensemble vers le refuge, et je me suis écarté alors que le père massif se penchait pour passer la porte et regarder l'intérieur. J'ai regardé le petit être montrer diverses choses, émettant des sons explicatifs, faisant essentiellement une visite guidée. Le père examinait tout attentivement, émettant parfois des sons qui auraient pu être des questions, essayant clairement de comprendre ce qui s'était passé ici au cours des dernières semaines. Lorsque la visite fut terminée, le père est sorti du refuge et s'est de nouveau tenu en face de moi. Il a émis plusieurs sons délibérés, marquant une pause entre chacun comme pour s'assurer que je comprenais. Je n'ai pas compris le sens précis, mais le ton et le contexte suggéraient qu'il essayait de communiquer quelque chose d'important. Le petit être est venu se tenir à côté de moi et a tiré sur ma main. Le jeune Bigfoot a levé vers moi ses yeux sombres que j'avais appris à si bien connaître au cours des dernières semaines et a émis des sons qui incluaient certains des mots que nous avions développés ensemble. Des sons qui semblaient signifier « viens » et « famille » et « en sécurité ». J'ai réalisé qu'ils voulaient que j'aille avec eux. Pour rencontrer le reste de la famille, peut-être. Pour me montrer leur monde en retour de leur avoir montré le mien. Une partie de moi a reculé devant l'idée, la peur de l'inconnu, la peur de ces créatures puissantes, la conscience de ma vulnérabilité dans leur environnement, mais une plus grande partie était submergée par la curiosité et par autre chose, un sentiment de connexion qui rendait le refus impossible. Je me suis emmitouflé dans mes vêtements les plus chauds, j'ai sécurisé le refuge du mieux que je pouvais et j'ai suivi les 2 Bigfoot dans la forêt. Le voyage dans la neige était difficile pour moi, mais semblait sans effort pour mes compagnons. Le père ouvrait la voie, son corps massif fendant des congères qui m'arrivaient à la taille. Le petit être restait près de moi, tendant parfois la main pour me stabiliser lorsque je peinais, émettant des sons d'encouragement. Nous avons voyagé pendant peut-être 1 heure, nous enfonçant plus profondément dans l'arrière-pays que je ne m'étais jamais aventuré, dans des zones où la forêt était vieille et intacte,
où les arbres étaient des géants centenaires et où la neige reposait non perturbée par la moindre présence humaine. L'endroit où ils m'ont finalement amené était une sorte d'abri naturel, formé là où plusieurs énormes arbres tombés avaient créé un espace clos, recouvert de neige et de débris accumulés, jusqu'à ce qu'il soit essentiellement invisible de loin. À l'intérieur, il faisait étonnamment chaud, protégé du vent et isolé par la couverture de neige. D'autres Bigfoots attendaient là. Il y avait 5 adultes au total, y compris le père, plus 3 autres jeunes qui étaient clairement plus âgés que mon petit être, probablement des adolescents. Ils se sont tous tournés pour nous regarder entrer, leurs expressions allant de la curiosité à la méfiance. Le père a émis des sons qui étaient clairement des explications, me désignant le petit être, racontant l'histoire dans leur propre langue. Le petit être a couru pour saluer les autres jeunes, et j'ai immédiatement vu laquelle était la mère. Elle était légèrement plus petite que le père, mais toujours énormément plus grande que moi, avec une fourrure au ton plus roux et un visage qui avait les mêmes traits de base que le petit être. Son regard s'est rivé au mien avec une intensité qui faisait paraître l'examen du père désinvolte en comparaison. C'était une mère qui avait perdu un enfant et le retrouvait maintenant, et j'étais l'étranger qui avait tenu cet enfant pendant tout ce temps. Elle s'est approchée de moi lentement, son regard ne faiblissant jamais. Les autres adultes regardaient dans un silence tendu. Le petit être avait cessé de jouer et regardait aussi, émettant de doux sons anxieux. La mère s'est arrêtée juste devant moi et est restée là un long moment, ses yeux sombres scrutant mon visage, lisant dans mon expression et ma posture des choses que je ne pouvais même pas commencer à cacher. Puis, elle a tendu la main et a touché mon visage. Sa paume coriace étonnamment douce contre ma joue froide. Elle a émis un son bas et ému, et j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux sombres. Des larmes, ou quelque chose de très semblable. Elle pleurait. Elle m'a serré dans ses bras si soudainement que je n'ai pas eu le temps de réagir. Ses bras m'ont enveloppé, énormes et puissants, mais incroyablement prudents, et elle m'a tenu contre sa poitrine, tout en émettant des sons qui n'avaient besoin d'aucune traduction. Soulagement, gratitude, libération émotionnelle écrasante. Je me suis mis à pleurer aussi, toute la tension et l'étrangeté des dernières semaines trouvant leur apogée à ce moment-là. Quand elle m'a finalement relâché, quelque chose avait fondamentalement changé dans la façon dont le groupe me considérait. Je n'étais plus un étranger, plus une menace potentielle. J'avais été accepté. Au cours des jours suivants, j'ai été traité comme un mélange entre un invité et un membre de la famille. Ils me nourrissaient, partageant leurs réserves de nourriture qui se composaient de viande séchée, de racines, de noix et de divers végétaux conservés. Ils m'ont fait de la place pour dormir dans l'abri chaud, entouré de corps massifs et poilus qui irradiaient de la chaleur. Ils m'ont inclus dans leurs activités autant que mes capacités physiques limitées le permettaient. J'ai commencé à comprendre leur structure sociale pendant cette période. Le groupe était une unité familiale élargie, dirigée par l'adulte le plus âgé, le grand-père du petit être, comme j'ai fini par le comprendre. Les décisions étaient prises collectivement, après de longues discussions menées dans leur langue vocale où chacun avait son mot à dire. Les jeunes étaient pris en charge par tous les adultes, bien que les parents biologiques maintenaient les liens les plus forts. Il y avait une affection évidente entre les membres, exprimée par le toilettage, le contact physique, des vocalisations qui ressemblaient presque à du chant. Leur intelligence était stupéfiante. Ce n'était pas simplement un comportement animal que j'observais. C'étaient des êtres avec une culture, une tradition, une complexité émotionnelle qui rivalisait ou dépassait celle des humains. Ils fabriquaient des outils, des instruments simples mais efficaces pour creuser, pour transformer la nourriture, pour diverses tâches. Ils avaient ce qui semblait être des pratiques cérémonielles, des rassemblements où les sons et les mouvements suivaient des schémas trop réguliers pour être une coïncidence. Ils communiquaient clairement des idées complexes entre eux, tenant des discussions et des débats qui pouvaient durer des heures.
Le grand-père était particulièrement remarquable. Cet être ancien, clairement le plus âgé de loin, à en juger par le gris qui striait sa fourrure sombre et l'aspect buriné de son visage, occupait une position de respect évident. Quand le grand-père parlait, les autres écoutaient. Les décisions semblaient nécessiter l'approbation du grand-père, et le grand-père s'est particulièrement intéressé à moi. Pendant plusieurs soirées, le grand-père s'asseyait avec moi dans l'abri, m'étudiant, émettant occasionnellement des sons qui semblaient être des questions. Je répondais du mieux que je pouvais, en utilisant le vocabulaire limité que le petit être et moi avions développé, complété par des gestes et des démonstrations. Le grand-père était patient, prenant le temps de comprendre ce que j'essayais de communiquer, émettant parfois des sons que le petit être traduisait ensuite dans notre vocabulaire commun. Grâce à ces séances, j'ai appris des fragments de leur histoire et de leur compréhension. Le grand-père avait déjà vu des humains, de nombreuses fois au cours d'une très longue vie. Certaines de ces rencontres avaient été pacifiques, d'autres non. Leur espèce avait appris à éviter les humains, à rester cachés, à ne jamais se révéler, sauf en cas de nécessité absolue. Ils comprenaient que la découverte entraînerait la destruction, que la curiosité et la peur humaine se combineraient en une force qui mettrait fin à leur mode de vie. Mais le grand-père comprenait aussi que j'étais différent. En sauvant le petit être, en prenant soin d'une créature qui n'était pas de ma propre espèce, j'avais démontré quelque chose que le grand-père appréciait clairement. Tous les humains n'étaient pas dangereux, semblait suggérer le grand-père par des gestes et des expressions. On pouvait faire confiance à certains. Certains avaient de la capacité de créer des liens par-delà les frontières des espèces. Le père passait aussi du temps avec moi, mais d'une manière différente. Là où le grand-père était philosophique et patient, le père était pratique. Il m'a montré des choses sur la survie dans ces montagnes que je n'avais jamais connues malgré mes années de travail professionnel en pleine nature. Quelles plantes pouvaient être mangées en hiver, comment trouver des sources d'eau sous la glace, comment lire les schémas météorologiques dans le mouvement des nuages et le comportement des oiseaux. Ce savoir avait été accumulé sur des générations, transmis par leur espèce depuis plus longtemps que l'existence de la civilisation humaine. La mère est restée reconnaissante et chaleureuse envers moi, bien que son attention soit principalement concentrée sur le petit être, ce qui est compréhensible. Elle semblait déterminée à ne plus jamais perdre le jeune de vue. Mais elle m'apportait parfois de la nourriture spécifiquement, choisissant des articles qu'elle semblait penser que j'apprécierais, regardant avec satisfaction quand je les mangeais. C'était un soin maternel étendu à un étrange invité, et j'étais touché par sa prévenance. Les autres jeunes Bigfoots étaient curieux de moi de la manière illimitée des jeunes créatures partout dans le monde. Ils s'approchaient, avec prudence, m'examinaient, essayaient parfois de m'engager dans leur jeu. Le petit être servait de pont, expliquant apparemment aux autres que j'étais inoffensif, que j'étais un ami. Au fil du temps, les autresses sont senties à l'aise en ma présence, m'incluant dans leurs activités, m'apprenant leur jeu. Quand j'ai finalement dû retourner à mon refuge, ce fut avec une grande réticence. Mes réserves de nourriture là-bas devaient être vérifiées, l'équipement météorologique devait être relevé, et je ne pouvais tout simplement pas abandonner mes responsabilités indéfiniment. Le petit être était angoissé lorsque je me suis préparé à partir, émettant des sons de protestation, s'accrochant à ma jambe. Mais le père a doucement expliqué quelque chose aux jeunes, et finalement le petit être a accepté que je revienne. Le père m'a raccompagné au refuge à travers la forêt sombre, se déplaçant sur un terrain qui me semblait impossible à parcourir seul. Lorsque nous avons atteint la lisière de la clairière où se trouvait le refuge, il s'est arrêté et a émis des sons que j'ai interprétés à la fois comme un adieu et une promesse. On veillerait sur moi. Ils sauraient si j'avais besoin d'aide. Je faisais maintenant partie de leur conscience. De retour au refuge, seul pour la première fois depuis des semaines, tout semblait différent. Le silence était plus profond, l'isolement plus complet. Mais c'était aussi plus gérable,
car je savais maintenant que je n'étais pas vraiment seul. Là dehors dans la forêt, juste au-delà des limites de ma perception, des êtres vivaient leur vie, qui me connaissaient, qui se souciaient de moi à leur manière, qui viendraient si j'appelais. Les semaines suivantes ont établi un nouveau schéma. Je recevais des visites, parfois du père venant seul pour prendre de mes nouvelles, parfois du petit être accompagné d'un chaperon adulte. Ils apportaient des cadeaux, de la nourriture principalement, des choses qu'ils pensaient que je pourrais apprécier ou dont j'aurais besoin, des morceaux de viande, des fruits séchés, des bottes de plantes utiles. En retour, je partageais ce que j'avais qui pourrait les intéresser, de petits outils et objets qu'ils examinaient avec fascination. Les visites du petit être étaient particulièrement précieuses. Le lien que nous avions noué pendant ces semaines ensemble était resté fort, et notre temps passé ensemble manquait clairement au jeune Bigfoot. Le petit être restait parfois des heures, jouant avec des objets dans le refuge, pratiquant notre vocabulaire commun, étant simplement près de moi. La jeune créature était toujours réticente à partir, nécessitant la persuasion de celui qui l'accompagnait. J'ai commencé à comprendre leur saison et leur cycle pendant cette période. L'hiver était pour eux une période de repos relatif, où ils restaient près de leur abri et conservaient leur énergie contre le froid. Ils avaient des réserves de nourriture accumulées pendant les mois plus chauds, assez pour les soutenir pendant les temps de vaches maigres. Le printemps apportait une expansion progressive du territoire, alors qu'ils s'aventuraient plus loin pour trouver des aliments frais et renouveler leur connaissance du paysage. L'été était leur période la plus active, où ils parcouraient de vastes étendues, cueillaient et conservaient de la nourriture pour l'hiver, menaient des activités sociales avec d'autres groupes familiaux. Le territoire de la famille était vaste, bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Ils connaissaient chaque vallée et chaque crête sur des dizaines de kilomètres dans toutes les directions, savaient où trouver des ressources spécifiques à chaque saison, savaient quelles zones éviter en raison de l'activité humaine. Ce savoir était détenu collectivement, partagé et mis à jour en permanence, une carte vivante qui avait été affinée sur d'innombrables générations. J'ai aussi appris leur relation avec les autres créatures. Ils n'étaient là pas des prédateurs dominants comme un humain pourrait le supposer. Ils chassaient lorsque c'était nécessaire, mais subsistaient principalement de matière végétale complétée par du petit gibier et du poisson. Ils avaient des relations complexes avec d'autres espèces sur leur territoire, comprenant les rôles que chacune jouait dans l'écosystème plus large, protégeant parfois activement certains animaux ou plantes importants pour l'équilibre général. Le grand-père avait vu des changements au cours d'une très longue vie. La forêt avait rétréci, m'a dit le grand-père, à travers une combinaison de notre vocabulaire limité et de gestes élaborés. Les humains s'étaient rapprochés, avaient pris plus, avaient perturbé des schémas qui étaient stables depuis plus longtemps que le grand-père ne pouvait s'en souvenir. Il y avait de la tristesse dans ces communications, un chagrin pour ce qui avait été perdu, qui transcendait les barrières linguistiques. Mais il y avait aussi de l'espoir. Le grand-père croyait que certains humains commençaient à comprendre, à changer. Il y avait des endroits où la forêt était protégée plutôt que détruite. Il y avait des humains qui étudiaient plutôt que de chasser, qui essayaient de comprendre plutôt que de simplement exploiter. L'équilibre pourrait être restauré avec suffisamment de temps et de changement dans le comportement humain. Le grand-père voulait que je comprenne quelque chose d'important. Leur espèce avait toujours été des gardiens, des protecteurs des lieux sauvages qu'ils habitaient. Ce n'était pas simplement un instinct, mais un choix conscient, une responsabilité acceptée et transmise de génération en génération. Ils prenaient soin de la forêt, assuraient la diversité, maintenaient l'équilibre des espèces. Ils étaient les intendants de la nature sauvage d'une manière que les humains avaient autrefois été, mais avaient largement oublié. Ce message m'a été répété de différentes manières par différents membres de la famille au cours des dernières semaines de l'hiver. J'ai fini par comprendre que mon sauvetage du petit être avait créé une obligation à leurs yeux, non pas une obligation pour moi, mais une obligation qu'ils ressentaient envers moi.
J'avais agi comme il l'aurait fait. J'avais montré la capacité de prendre soin qu'il valorisait par-dessus tout. En retour, ils voulaient partager leur compréhension, leur sagesse, leur espoir que les humains puissent se souvenir de leur propre rôle de gardien. Le printemps a commencé à arriver progressivement, les jours s'allongeant, les températures se modérant, la neige se retirant lentement. Mon temps à la station de recherche touchait à sa fin. Bientôt, la route d'accès serait de nouveau praticable, et mon remplaçant arriverait pour prendre le relais des tâches de surveillance. Je devrais quitter cet endroit, quitter la forêt, quitter les êtres remarquables que j'avais appris à connaître. Les visites sont devenues plus fréquentes à l'approche de mon départ, comme si la famille voulait maximiser le temps restant. Le petit être en particulier semblait sentir que notre temps ensemble était limité, devenant collant et émotif, d'une manière qui me brisait le cœur. J'ai essayé d'expliquer que je reviendrais, que ce n'était pas un adieu pour toujours, mais le concept des horaires et des obligations humaines était difficile à transmettre. La veille de l'arrivée prévue de l'hélicoptère, toute la famille est venue à mon refuge. C'était extraordinaire de les voir tous ensemble à la lumière du jour, à la lisière de la clairière, les adultes debout, solennels et massifs, tandis que les jeunes s'agitaient avec une énergie à peine contenue. Le grand-père s'est approché de moi, portant quelque chose dans ses mains anciennes et burinées. C'était une pierre, lisse et sombre, gravée de symboles que je ne reconnaissais pas. Le grand-père l'a placée dans ma paume et a enroulé mes doigts autour, émettant des sons que le petit être a partiellement traduits. Souviens-toi, famille, reviens, prends soin de toi. La pierre était chaude au contact du grand-père, étonnamment lourde pour sa taille, clairement quelque chose de grande importance. Je les ai remerciés avec tout ce que j'avais, chaque mot de notre vocabulaire commun, chaque geste que je pouvais imaginer pour transmettre ma gratitude et mon affection. La mère m'a de nouveau étreint. Le père a posé sa main sur mon cœur comme il l'avait fait lors de notre première rencontre. Chacun des autres adultes m'a touché à sa manière, reconnaissant le lien que nous avions formé. Le petit être fut le dernier et le plus difficile. Le jeune Bigfoot s'est accroché à moi pendant un long moment, émettant de doux sons de détresse, ne voulant pas me lâcher. Je l'ai serré fort et lui ai murmuré des promesses que j'espérais pouvoir tenir. Je reviendrai, je n'oublierai pas. Le lien que nous avions formé ne serait pas brisé par la distance ou le temps. Quand j'ai finalement relâché le petit être dans les bras de sa mère, la jeune créature m'a regardé avec ses yeux sombres que j'avais appris à aimer et a émis un son qui aurait pu être mon nom, ou du moins ce qui s'en approchait le plus pour son appareil vocal. Puis la famille s'est retournée comme un seul homme et est repartie dans la forêt, disparaissant entre les arbres comme des fantômes, comme s'ils n'avaient jamais été là. L'hélicoptère est arrivé le lendemain matin. Le pilote et mon remplaçant ont été surpris par mon état, commentant que j'avais l'air en meilleure santé et plus calme que quiconque ayant passé un hiver seul dans cette station isolée. La plupart des gens qui passaient l'hiver ici en sortaient hagards et à moitié affamés, désespérés de tout contact humain. J'étais apparemment le contraire, bien nourri et en paix. Je leur ai dit que l'hiver avait été calme, juste moi et la forêt, rien d'extraordinaire à signaler. Ils ont accepté cela sans poser de questions. Pourquoi en auraient-ils douté? Ce que j'avais vécu était si loin de la réalité normale que dire la vérité aurait semblé de la folie ou une blague élaborée. Alors que nous chargions mon équipement dans l'hélicoptère, j'ai regardé une dernière fois vers la lisière de la forêt. Plusieurs grandes formes étaient visibles dans l'ombre entre les troncs, observant, s'assurant que je partais en toute sécurité. J'ai levé la main en signe d'au revoir. Une forme plus petite s'est légèrement avancée et a fait un signe en retour, le petit être, me disant au revoir une dernière fois. Puis ils se sont fondus dans la forêt et ont disparu. Je portais la pierre gravée dans ma poche alors que l'hélicoptère décollait. Par la fenêtre, je regardais la forêt s'étendre en dessous de moi, vaste et apparemment vide, gardant bien ses secrets. Quelque part là-dessous, une famille d'êtres remarquables regardait cette machine bruyante
emporté leur étrange ami dans le monde des humains. Je suis retourné à mon travail habituel après cela, passant d'une mission de recherche à l'autre, vivant ma vie comme les humains la vivent. Mais chaque hiver, lorsque les vents froids commençaient à souffler et que la neige se mettait à tomber, mes pensées retournaient à cette station isolée et à la famille dans la forêt. Je me demandais s'ils étaient en sécurité, si le petit être avait bien grandi, s'ils pensaient parfois à moi. La pierre gravée est toujours restée avec moi. Parfois, la nuit, je la tenais dans ma main, sentant son poids lisse, me souvenant des yeux du grand-père lorsque le cadeau m'a été donné. Les symboles gravés sur sa surface signifiaient quelque chose dans leur langue, quelque chose d'assez important pour être préservé dans la pierre, et j'aurais aimé pouvoir comprendre ce qu'ils essayaient de me dire. Les années ont passé. J'ai poursuivi ma carrière en biologie de la faune, bien que ma perspective ait fondamentalement changé. Je comprenais maintenant qu'il y avait bien plus dans ces forêts que ce que l'on reconnaissait officiellement, que l'intelligence et la culture existaient sous des formes que la science n'avait pas encore acceptées. Je suis devenu plus passionné par la conservation, par la protection des lieux sauvages, par la garantie que les créatures connues et inconnues auraient l'espace nécessaire pour vivre leur vie sans être dérangées. Je suis retourné dans la région de cette station de recherche quand je le pouvais, y allant pendant mes jours de congé pour parcourir les sentiers et me souvenir. Le refuge était toujours entretenu par l'agence, toujours utilisé par des gardiens d'hiver qui n'avaient aucune idée de ce qui vivait dans la forêt environnante. Je me rendais à des endroits familiers et restais là, tranquillement, espérant un signe qu'on se souvenait de moi, que le lien existait toujours. L'automne dernier, près de 12 ans après cet hiver transformateur, je travaillais sur un site à environ 50 km de la station de recherche d'origine. Assez proche pour que je puisse y aller pendant mes jours de congé, ce que je faisais fréquemment. Un matin d'octobre frais, je me suis rendu dans la clairière où j'avais pour la première fois rendu le petit être à son père toutes ces années auparavant. L'endroit semblait inchangé par le temps, comme si la forêt elle-même gardait ses souvenirs en place. Je me tenais dans la clairière, me souvenant de tout, perdu dans les pensées du passé, quand j'ai entendu un son venant des arbres. Un appel grave et grondant que j'ai reconnu instantanément, bien que je ne l'ai pas entendu depuis plus d'une décennie. La reconnaissance a été aussi immédiate que celle de la voix d'un membre de la famille. Des ombres sous les pins massifs, un Bigfoot a émergé dans la lumière grise de l'automne. Ce n'était plus un enfant, plus le petit être que j'avais connu. C'était un jeune adulte, mesurant peut-être 2,10 mètres, puissamment bâti, couvert d'une riche fourrure brune avec ses reflets roux familiers. Les yeux, cependant, les yeux étaient les mêmes, sombres, profonds et indubitablement familiers. Le jeune Bigfoot a marché vers moi avec confiance, s'arrêtant à quelques mètres seulement, assez près pour que je puisse voir chaque détail de ce visage remarquable. Les traits étaient maintenant matures, mais contenaient encore des échos de la petite créature que j'avais réchauffée près de mon poêle, que j'avais nourrie et à qui j'avais appris des mots, que j'avais aimé comme on aime quelque chose de précieux et de temporaire. Puis, le Bigfoot a fait quelque chose qui m'a immédiatement fait monter les larmes aux yeux. Une grande main a plongé dans sa fourrure et en a retiré une petite pierre gravée, similaire mais différente de celle que je portais encore. La pierre m'a été tendue, offerte avec un geste que j'ai reconnu, le même geste que le grand-père avait utilisé toutes ces années auparavant. J'ai pris la pierre avec des mains tremblantes. Elle était chaude et lisse, gravée de symboles soignés. Un cadeau, une continuation du lien, une façon de dire que le souvenir avait persisté à travers les années. J'ai fouillé dans ma propre poche et j'ai sorti la pierre originale qu'on m'avait donnée, celle que j'avais portée avec moi pendant tout ce temps. Quand je l'ai levée, les yeux du Bigfoot se sont visiblement agrandis. Un son doux de surprise et de joie s'est échappé. La reconnaissance que j'avais gardé le cadeau, que je m'étais souvenu, que le lien était resté intact malgré le temps et la distance.
Nous sommes restés là, dans la clairière, pendant un long moment, deux êtres de mondes différents, connectés par un hiver d'extrêmes et de soins, par un moment de compassion qui avait rayonné à travers les années et les vies. Le silence entre nous n'était pas vide, mais plein, communiquant des choses que les mots ne pourraient jamais capturer. Finalement, le Bigfoot s'est retourné pour partir, se dirigeant vers la forêt avec cette grâce puissante et familière. Mais, avant de disparaître entre les arbres, mon ancien petit être s'est retourné et a levé une grande main. J'ai levé la mienne en retour, imitant le geste, la maintenant là, alors que le Bigfoot s'évanouissait entre les troncs comme une brume se dissolvant dans la lumière du matin. Je suis resté dans la clairière jusqu'à ce que la lumière commence à décliner, tenant les deux pierres dans mes mains, sentant la chaleur qu'elles contenaient encore, pensant à tout ce qui s'était passé et à tout ce qui pourrait encore arriver. Le lien demeurait, le souvenir demeurait. À travers les espèces, les années et toutes les frontières qui séparent les différents types d'êtres, quelque chose s'était formé qui ne serait pas facilement brisé. Quand les gens me demandent de maintenant si je crois au Bigfoot, je leur dis que je crois au mystère, aux choses qui existent au-delà de notre compréhension actuelle, à un monde plus étrange et plus merveilleux que notre expérience limitée ne le suggère. Je leur dis que les forêts recèlent des secrets que nous n'avons pas découverts, que l'intelligence prend des formes que nous n'avons pas reconnues, que la connexion est possible par-delà des différences que nous supposons insurmontables. Mais je ne leur parle jamais du jeune Bigfoot que j'ai trouvé mourant dans la neige cette nuit d'hiver. Je ne décris jamais les semaines passées ensemble, le langage que nous avons développé, la famille qui m'a adopté dans sa conscience. Je ne mentionne jamais les pierres gravées que je garde dans une boîte verrouillée chez moi, les sortant parfois pour les tenir et me souvenir. Certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées à tout le monde. Certaines expériences doivent rester protégées, gardées à l'abri d'un monde qui ne comprendrait pas et pourrait bien détruire ce qu'il ne pourrait pas comprendre. La famille dans la forêt mérite son intimité, sa vie cachée, sa liberté de toute ingérence humaine. La meilleure chose que je puisse faire pour eux, la meilleure façon d'honorer ce qu'ils m'ont donné, est de garder leur secret. Mais je connais la vérité. Je sais que nous partageons ces montagnes avec des êtres d'une intelligence remarquable et d'une profonde capacité émotionnelle. Je sais qu'ils ont des familles, une culture et une sagesse accumulées sur d'innombrables générations. Je sais qu'ils nous observent avec un mélange de méfiance et d'espoir, regardant si nous nous souviendrons de nos responsabilités en tant que gardiens ou si nous continuerons notre chemin de destruction. Le jeune Bigfoot que j'ai trouvé cette nuit-là est maintenant adulte, probablement avec sa propre famille. Peut-être que mon petit être raconte l'histoire de cet étrange hiver à de jeunes Bigfoot, expliquant comment se perdre dans un blizzard l'a conduit à être secouru par un humain qui vivait dans un abri chaud, enseignait des mots et prenait soin d'un étranger parce que c'était la bonne chose à faire. Je l'espère. J'espère que cette histoire se transmettra de génération en génération, comme les histoires importantes voyagent à travers les nôtres. Parce que la connexion est importante. La reconnaissance que la compassion peut franchir n'importe quelle frontière, que la gentillesse crée des liens qui persistent à travers le temps et les différences, que nous ne sommes pas aussi seuls dans ce monde que nous le pensons parfois. Parfois, les soirs calmes, assis dans ma petite maison alors que l'obscurité s'installe sur les collines, j'entends quelque chose au loin, un appel grave, à peine audible, porté par le vent depuis un endroit lointain. Et je vais à ma fenêtre et j'écoute, et parfois, doucement, je réponds. Juste un son, juste une reconnaissance, juste une façon de dire que je suis toujours là, que je me souviens toujours, que je suis toujours reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont appris sur la survie, la confiance et les nombreuses formes que peut prendre l'amour. Le Bigfoot que j'ai trouvé gelé dans la forêt cette nuit-là a changé toute ma compréhension du monde.
Cette jeune créature m'a montré des choses que je n'aurais jamais pu apprendre d'un professeur humain, des vérités sur la connexion, la famille et les profondeurs cachées de l'intelligence qui existent dans des endroits où nous ne pensons jamais à regarder. Et chaque fois que je tiens ces pierres gravées, chaudes de ma poche, je me souviens que le monde contient des merveilles au-delà de notre imagination. De belles choses impossibles qui attendent d'être découvertes par quiconque est assez ouvert, assez courageux, assez gentil pour les voir. C'est mon histoire. L'histoire d'un biologiste de la faune qui a entendu des pleurs dans une tempête d'hiver et a trouvé un jeune Bigfoot mourant dans la neige, et comment ce qui a suivi a révélé une réalité que la plupart des gens ne rencontreront jamais. Ils sont réels, ils sont là dehors, et ils se souviennent de la gentillesse comme nous, la conservant à travers les années et les générations, la reconnaissant comme quelque chose de précieux à préserver. La pierre gravée dans ma poche porte des symboles que je ne peux toujours pas lire, mais je comprends néanmoins leur signification. Connexion, mémoire, gratitude, promesse. Ces choses n'ont pas besoin de traduction. Elle parle directement à la partie de nous qui reconnaît la vérité ou que nous la trouvions, quelle que soit son apparence. Les montagnes ne sont pas vides, les forêts ne sont pas silencieuses. Il y a là des êtres qui nous observent depuis plus longtemps que notre histoire écrite, attendant de voir ce que nous deviendrons, espérant que nous choisirons sagement, protégeant les lieux sauvages, qui nous soutiennent tous, alors même que nous menaçons de les détruire. Ils sont les vrais gardiens, les véritables intendants, les détenteurs du savoir et de l'équilibre que nous avons largement oublié. Et parfois, lorsqu'ils trouvent l'un d'entre nous qui démontre la capacité de créer des liens par-delà les différences, ils tendent la main. Ils partagent un peu de ce qu'ils savent, ils offrent une pierre gravée, une main sur le cœur et une étreinte qui dit que nous ne sommes pas aussi différents que nous le pensons, que les frontières entre les espèces sont moins absolues que nous le supposons, que la famille peut se trouver dans des endroits inattendus. J'ai trouvé une famille dans un blizzard, dans une jeune créature mourante qui est devenue mon compagnon et mon professeur. J'ai trouvé une famille dans un groupe d'êtres remarquables qui m'ont accepté dans leur inconscience et ont partagé leur sagesse et leurs soins. J'ai trouvé une famille dans un lien qui a persisté pendant plus d'une décennie, renouvelé tout récemment avec une nouvelle pierre gravée et un signe de reconnaissance dans une clairière de la forêt. C'est ce que je porte en moi. C'est ce qui façonne mon travail, ma vie et mon espoir pour l'avenir. Nous ne sommes pas seuls. D'autres intelligences partagent ce monde avec nous, observant les choix que nous faisons, prêtes à se connecter si nous nous montrons dignes de cette connexion. Le mystère est réel, l'émerveillement est réel, la possibilité de trouver quelque chose d'extraordinaire est réelle, attendant dans les lieux sauvages, pour quiconque est prêt à s'aventurer dans le froid et l'obscurité pour répondre à un cri de détresse. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste est protégé, gardé précieusement, mis à l'abri pour les êtres qui m'ont fait confiance en me confiant leur existence, leur famille et leur espoir. Mais si jamais vous vous trouvez dans une forêt profonde, loin des routes et des autres humains, et que vous entendez quelque chose qui n'a pas tout à fait de sens, quelque chose qui suggère une intelligence au-delà de ce que vous vous attendiez à trouver là, soyez attentifs, soyez ouverts, soyez gentils, parce que le monde est plus vaste, plus étrange et plus merveilleux qu'on ne nous l'a appris. Et la connexion est possible dans des lieux et des manières que nous n'avons jamais imaginées. Le jeune Bigfoot que j'ai sauvé est quelque part là dehors en ce moment, vivant une vie que je peux à peine comprendre, pensant peut-être à moi de temps en temps comme je pense à cet être remarquable. Et quelque part dans une boîte verrouillée chez moi, deux pierres gravées reposent ensemble, symbole d'un lien qui a franchi toutes les frontières, preuve d'un miracle que je porterai avec moi jusqu'à mon dernier souffle. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. La forêt garde bien ses secrets et je suis fier de l'aider à les garder. Certaines vérités sont destinées à être protégées. Certaines merveilles
sont destinés à être préservés. Et certains liens sont destinés à perdurer en silence, connus seulement de ceux qui les ont vécus, chéris en privé, gardés précieusement contre un monde qui pourrait ne pas comprendre. Je comprends, je me souviens, et je suis reconnaissant au-delà de tous les mots, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle forme de communication qui ait jamais existé. Les pleurs dans la forêt cette nuit-là m'ont conduit à quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a commencé comme un sauvetage est devenu une relation. Ce qui semblait être une fin est devenu un commencement. Et maintenant, des années plus tard, je porte toujours en moi la preuve de ce miracle. Un rappel que la compassion crée des liens plus forts que les frontières entre les espèces, que la gentillesse résonne à travers les années et les vies, que nous sommes capables de nous connecter avec des êtres dont nous n'avions jamais imaginé l'existence. C'est ce que la forêt m'a appris. C'est ce que la famille dans les montagnes a partagé avec moi. C'est ce que le jeune Bigfoot, qui est devenu mon compagnon inattendu, m'a montré sur la vraie nature du monde. Et cela a tout changé. Chaque moment dans la nature sauvage a maintenant un sens plus profond. Chaque créature que j'observe pourrait faire partie de réseaux et de relations que je ne peux pas voir. Chaque forêt pourrait cacher des merveilles au-delà de la connaissance humaine, attendant les bonnes circonstances pour se révéler. Je marche dans le monde différemment maintenant. Je suis attentif différemment. Je comprends que la surface de la réalité est mince, que des choses extraordinaires existent juste en dessous, qu'un seul moment de crise peut déchirer cette surface et nous montrer des vérités que nous n'avions jamais soupçonnées. J'ai eu de la chance. J'étais au bon endroit, au bon moment, avec la bonne capacité de réaction. J'ai entendu des pleurs dans l'obscurité et j'ai choisi d'enquêter. J'ai trouvé une créature mourante et j'ai choisi d'aider. J'ai reçu en retour des cadeaux inestimables, des expériences qui ont réécrit ma compréhension de ce qui est possible. Tout le monde n'aura pas de telles expériences. La plupart des gens vivront toute leur vie sans jamais entrevoir ce que j'ai entrevu. Les êtres de la forêt travaillent dur pour rester cachés et ils y parviennent très bien. La plupart des rencontres, si elles se produisent, seront fugaces, ambiguës, facilement rejetées comme de l'imagination ou une erreur d'identification. Mais le fait que la plupart des gens ne voient rien ne signifie pas qu'il n'y a rien à voir. Le fait que le mystère reste généralement caché ne signifie pas qu'il n'est pas réel. Le monde recèle des multitudes, des couches et des couches de réalité que nous pénétrons rarement. Des êtres, des intelligences et des relations qui existent, que nous les reconnaissions ou non. Je les reconnais. Je sais qu'ils sont là. Et je porte ce savoir comme les pierres gravées dans ma poche, le réchauffant avec mon corps, le chérissant comme le cadeau qu'il est. Les pleurs dans la forêt m'ont conduit à la transformation. Le jeune Bigfoot mourant dans la neige m'a conduit à la compréhension. La famille qui m'a accepté m'a conduit à l'espoir que nous pourrions encore retrouver notre chemin vers l'équilibre, vers notre rôle de gardien plutôt que de destructeur, vers la connexion avec le monde vivant plus large dont nous faisons partie. C'est le message que je porte, même si je ne peux pas le dire ouvertement. C'est la vérité que je détiens, même si je dois la garder en silence. C'est l'héritage de cet hiver, préservé dans la mémoire, la pierre et les liens qui persistent depuis toutes ces années. Et parfois, dans les nuits les plus calmes, quand le monde semble retenir son souffle et écouter, je sens la forêt écouter en retour. Je sens la conscience d'être là dehors qui me connaissent, qui se souviennent de moi, qui envoient peut-être des pensées de chaleur et de gratitude à travers les kilomètres de nature sauvage qui nous séparent. Je leur renvoie mes pensées. Je leur envoie mon amour, mon espoir et ma promesse que je n'oublierai jamais, ne trahirai jamais, ne cesserai jamais d'honorer ce qu'ils m'ont donné et ce qu'ils m'ont appris. Les pleurs dans la forêt ont cessé. Le jeune Bigfoot est maintenant grand et fort et il vit la vie que les Bigfoot ont vécue depuis d'innombrables générations. Le lien demeure conservé dans la pierre gravée et la mémoire partagée, jetant un pont entre des mondes qui n'étaient jamais censés se toucher. C'est mon histoire, c'est ma vérité,
et elle sera avec moi jusqu'à mon dernier souffle, et au-delà, portée de la manière dont les choses importantes sont portées, préservée de l'oubli, chérie contre le temps. La forêt garde ses secrets, je suis honoré d'en faire partie.